Bonjour, la vidéo contient évidemment du spoil sur les 3 premiers épisodes de la saison 2 d'Arcane, et à la fin de la vidéo on parle aussi un petit peu du teaser de l'acte 2. Voilà. Bon, il y a 2 ans de ça, j'avais fait une série de vidéos sur la première saison d'Arcane où j'allais chercher tous les petits détails cachés dans les épisodes, où je théorisais et surtout où je vulgarisais le lore de LoL pour l'expliquer aux spectateurs d'Arcane qui voulaient mieux comprendre l'univers dans lequel se déroule la série. Ça vous avait plutôt pas mal plu, alors évidemment je vais recommencer. Et puis bon, être un gros nerd qui montre tous les détails d'une série, faire des théories farfelues basées sur quasi rien et vulgariser un lore complexe pour le plus grand nombre, c'est à peu près genre mes 3 trucs préférés de toute façon. Et j'ai tellement de trucs à dire, c'est une dinguerie, l'animation dans son entièreté est encore meilleure que la saison 1. Ça se voit qu'il y a encore plus de gens qui bossent sur le projet et que ceux qui bossaient déjà dessus avant ont encore pris de l'expérience. Genre pas seulement l'animation et le style graphique en eux-mêmes, les expressions faciales des personnages qui sont si précises, la mise en scène, les plans, tout ça est incroyablement bien orchestré autour du scénario. Juste, je dirais que la musique m'a pas autant marqué que dans la saison 1, mais c'est que le premier acte. Et déjà, plus j'écoute les musiques, plus je les aime. Woodkid, merci pour les travaux. Mais sinon, ouais, il y a énormément de plans magnifiques avec des symboliques ultra fortes, tellement que je vais pas pouvoir tous les énumérer vu qu'on n'est pas là pour ça. Mais j'ai pris la même claque qu'à la saison 1. Et ça, franchement, je m'y attendais pas, vu qu'il y a plus l'effet de surprise. Et tout ça, c'est seulement artistiquement parlant. Mais en termes d'histoire, de ce qui se trame dans ces 3 premiers épisodes, j'ai l'impression que ça part beaucoup plus dans plein de directions en 3 épisodes que la saison 1 en 9. Mais vous inquiétez pas, justement, je suis là pour tout décortiquer. Donc voilà comment on va procéder. Je vais résumer chaque épisode en m'arrêtant sur 2 choses. Premièrement, les petites références cachées pour les joueurs de LoL. Spoiler, il y en a quand même beaucoup moins que dans la saison 1. Et même dans la première saison, en réalité, il y en avait beaucoup que dans le premier épisode. Et donc deuxièmement, on va s'arrêter sur les détails qui nécessitent des explications quand on ne connaît pas bien l'univers de League of Legends. Et ça, il y en a beaucoup par contre, des trucs qui nécessitent des explications. Donc voilà, je suis là pour ça. Une fois qu'on aura décortiqué chaque épisode, on partira en théorie farfelue pour la suite. Si une fois la vidéo visionnée, vous avez encore des questionnements, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Je veux vraiment que cette vidéo soit cool à regarder, peu importe que vous soyez un vétéran de l'univers de LoL depuis 10 ans, ou un néophyte qui aime Arcane mais qui n'a jamais joué au jeu et que ça n'intéresse pas. On commence donc avec le premier épisode, et contrairement à celui de la première saison, comme je le disais, où il y avait beaucoup de références un petit peu aléatoires et rigolotes à League of Legends et à sa pop culture, on va dire, cette saison est beaucoup plus centrée sur des références profondes au lore, à l'univers. Comme si Fortiche et Riot essayaient d'élargir le champ de vision pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Mais ça, on en reparlera dans la partie théorie. Bref, partons donc dans l'épisode 1. Il s'ouvre évidemment sur ce qui s'est passé à la fin de la première saison, à savoir l'attentat de Jinx sur le conseil. Et Mel a survécu. Sans doute en faisant une sorte de bouclier magique autour de Jayce, vu que quand on a le plan au drone un petit peu au-dessus du conseil, on voit que ça forme un cercle quasi parfait autour des décombres. C'est littéralement le truc que je voulais pas voir dans la saison 2. Non, moi je voulais que Mel meure ici et que ça impacte Ambessa et Jayce. Pas parce que je déteste Mel, au contraire parce que je trouve que c'est le plus beau chara design de la série, je l'adore. C'est juste que c'était un peu le truc facile à voir et que la réflexion de tous les gens qui connaissaient un petit peu LoL se sont dit en voyant cette sorte de lueur sur le dos de Mel, oh bah il y a un truc magique qui va se passer, ça va la protéger. Et oui, moi vu que je suis un peu un enfoiré, je voulais pas que ce soit le truc auquel un petit peu tous les fans pensaient direct, et bah si. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que déjà je suis pas auteur et que le scénario qui suit après ça est bien mieux que ce que j'aurais imaginé de toute façon. Donc oui, bravo Fortiche et les auteurs de Riot, vous êtes super. Bref, Mel a de toute façon l'air de pas capter ce qui s'est passé sur le moment et elle a pas l'air de savoir qu'elle a fait un truc magique. Les survivants de l'explosion sont donc Mel et Jayce, Shula, intéressant qu'ils aient gardé en vie ce personnage aussi. Dans les 3 premiers épisodes, elle a pas eu un très grand poids, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire d'elle plus tard. On a ensuite Salo, qui a perdu ses jambes, et Victor, à qui Jayce fonce ensuite greffer l'ex-corps parce que sinon il va crever. Après ça, on a donc le générique, suivi d'une scène / clip musical magnifique sur l'enterrement de Cassandra Kiraman, la mère de Caitlyn, qui n'a pas survécu. On va pas s'attarder dessus sur ce clip, mais c'est vraiment très beau, et apparemment les backgrounds ont été entièrement dessinés à la main par les artistes de Fortiche en utilisant du charbon. Et il retranscrit hyper bien le sentiment de vide quand on perd un proche, et à quel point tout ce qui nous entoure est terne et sans intérêt. C'était vraiment très beau. Kate aura malheureusement pas le temps de faire son deuil, puisque direct après, on a une scène où elle et les membres du conseil décident du sort de zone, avec Ambessa Medarda déjà aux côtés de Salo, et commence à placer ses pions. Ils finissent par arriver à un accord où ils décident d'envoyer les pacifieurs dans la base ville, mais Mel arrive à les empêcher d'utiliser l'Hextech, en tout cas pour l'instant. Puis on a ce plan final où on voit du coup ce que j'avais dit tout à l'heure, le champ de force qui a protégé Mel, mais on y voit surtout la table du conseil habituellement en forme d'engrenage brisée par l'attentat, symbole que le système dirigeant du conseil de Piltover est déjà brisé. Il reste 3 conseillers, mais ils contrôlent déjà plus grand chose.
On a ensuite Caitlyn et son père qui sont devant ce qui semble être un tas de lettres de condoléances, montrant une fois de plus l'importance qu'avait Cassandra pour la stabilité de Piltover. Le père de Caitlyn lui remet ensuite une clé, la clé des Kiramans. On apprendra que cette clé sert à dévoiler toutes les archives du clan Kiraman, et on y reviendra, mais sachez que c'est un vrai truc dans l'univers de Piltover. Les familles influentes de Piltover se sont hissées dans la société par des inventions ou des découvertes, et celles-ci sont bien gardées au sein de la famille, un petit peu comme des marques déposées. Il y a ça avec les Medarda, normalement, vous savez, la famille de Mel, qui détient toute une carte de routes commerciales et de ressources trouvables aux quatre coins du monde, sauf qu'avec l'arrivée d'Arcane, on sait pas trop si les Medarda sont toujours une grosse famille à Piltover déjà bien en place, ou si c'est juste Mel et Ambessa. C'est un petit peu flou, et on verra si Riot réécrit le lore de cette famille pour s'adapter à Arcane. Bref, on a une petite scène émouvante où Kate peut enfin arrêter de retenir ses larmes, et elle se prend la tête ensuite avec Vi. J'espère qu'un jour elles arriveront à se parler plus de 2 minutes sans que ça parte en couille. En même temps, elle est con, Caitlyn, là, à lui proposer de rejoindre les pacifieurs. Vi, jamais elle rejoindrait les pacifieurs. Ah, elle est en train de picoler avec un pacifieur. Ah, et elle serre aussi la main à une pacifieuse. Non, mais en vrai, ça va, elle picole avec Loris, on l'aime bien, Loris, il est sympa. Ensuite, on nous fait un petit état de santé de Victor, avec le cœur Hextech qui a formé une sorte de tissu organique bizarre autour de lui. On voyait déjà ce genre de pattern dans les sortes de flashbacks d'Heimerdinger dans la saison 1. Mel conseille à Jace de parler à Caitlyn, ce qui nous donne ensuite la scène dans ce magnifique jardin qui évolue en même temps que les émotions de Caitlyn quand elle parle. Truc intéressant à noter, c'est quand Caitlyn dit vouloir arracher le sourire de la gorge de Jinx, ça choque un petit peu Jace qui a pas l'habitude de l'avoir utilisé ce genre de terme, et c'est la première fois où Kate commence à sombrer vraiment dans la haine. C'est un truc qui va revenir beaucoup. Puis ensuite, retour à Vi, et on fait la rencontre du coup de Maddie que je vous ai montré juste avant, une nouvelle recrue des pacifieurs, un petit peu trop sympa. J'ai déjà vu des théories d'ailleurs de gens qui pensent que c'est une espion et qu'elle cache un truc. Pourquoi pas, hein, mais perso je pense qu'elle représente juste la naïveté de la petite nouvelle recrue là qui veut faire le bien. Ah oui, et derrière elle, il y a des bannières pour une pièce de théâtre sur le couronnement de Jarvan 4. Là j'ai perdu tous les gens qui connaissent pas le lore de LoL, mais vas-y, on s'en fout, c'est un détail, c'est juste un petit truc. Mais c'est un truc qu'on revoit plus tard par contre. Bref, Maddie se fait appeler pour sécuriser le périmètre de l'endroit où va prendre place la plus grosse scène de l'épisode, le mémorial des membres du conseil morts dans l'attentat. Le souci, c'est que l'endroit devient rapidement la scène d'une nouvelle attaque, cette fois orchestrée par Rennie. Enfin, pas que Rennie, mais on en reparle vers la fin de la vidéo. Rennie, pour ceux qui auraient oublié, c'est la baronne de la chimie dont Jace a tué le fils sans faire exprès pendant une descente à zone. Pour ça qu'elle veut absolument sa vengeance. Ah oui, et elle utilise l'épée dentelée Chimicopunk, l'item de LoL. Ouais. Le combat est très bien orchestré et très cool à regarder, et à la fin, comme par hasard, Ambessa arrive à point nommé pour finir les méchants et récolter une bonne partie des lauriers. Et elle tranche même la gorge de Rennie. On a ensuite une petite discussion post-bagarre avec Vi et Kate où Caitlyn emploie au calme le terme d'animaux pour parler des Oniens, avec une emphase d'ailleurs sur son ton énervé et un gros plan sur sa bouche, pour montrer encore une fois qu'elle bascule de plus en plus dans la haine des Oniens. Vi arrive à apaiser un petit peu cette haine, ou en tout cas à la contenir pour le moment, puis on a quelques plans sur le manoir des Kiramans et oh, ça c'est une tête de Cormin en trophée là sur le mur, là je reconnais, j'ai la ref, bah oui, moi je joue Jungle sur League of Legends, je connais bien. Et enfin, scène finale de l'épisode où on voit Caitlyn consulter les archives Kiraman, Jace forger le fusil Hextech iconique que possède Caitlyn dans le jeu, sans doute à partir de plans justement de la famille Kiraman, et ensuite on a Caitlyn qui interrompt le conseil pour venir proposer les services de sa brigade spéciale. Un petit peu bizarre d'ailleurs si vous voulez mon avis que Mel ait laissé passer ça si facilement alors qu'elle mettait un point d'honneur à ne pas accepter l'Hextech dans les brigades des pacifieurs justement pour ne pas dénaturer le rêve de Jace. Et Jace qui lui aussi justement forge une arme Hextech pour Kate. Et j'imagine que si c'est pour des potes c'est ok, ou alors c'est seulement quand ça l'arrange. Bref, sinon on a la vraie scène finale de l'épisode 1 où on peut voir Singed de traquer un lycan à 2 têtes blessé dans la forêt. Singed il était parti aux champignons, il en a profité, il a posé des pièges à loups. Évidemment, ça nous tease la transformation de Vander en Warwick, sorte de loup-garou chimique créé par Singed. Pour l'instant, pas besoin d'en dire beaucoup plus, mais oui, pour les gens qui connaissent pas du tout LoL, j'en reparlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Ça, c'était donc l'épisode 1, on enchaîne directement avec le suivant, on perd pas de temps, parce qu'après avoir tout décortiqué, là c'est Theory Time. Et moi, j'aime bien les théories. L'épisode 2 nous fait un parallèle direct avec le précédent et avec la mort de Cassandra qui cause un petit peu des tumultes à Piltover. Et donc là, c'est Jinx qui offre une sépulture à Silco en le jetant au fond de la rivière Pilt, rivière dans laquelle Silco aimait se baigner pour se rappeler la pollution et la merde dans laquelle les Oniens doivent vivre. Sympa, comme petite habitude là, petit bain de crotte. Jinx nous résume que la basse ville sans Silco part tout autant en sucette que Piltover sans Cassandra et les autres membres du conseil. Seulement, elle est seule à pleurer Silco, même si en vrai il y a sans doute Sevika aussi, mais ça on le voit pas.
pas. Et puis bon, Jinx, t'aurais pu faire un petit effort aussi, t'aurais pu ne pas tuer Silco par exemple. Bref, post-générique, on a un super clip avec les barons de la chimie qui tombent comme des mouches, exactement comme le conseille à Piltover. Donc clairement, ce deuxième épisode va se focus quasiment uniquement sur Zone. À la fin du clip, on découvre un nouveau personnage, Isha, qui se fait poursuivre par des hommes de main de Cross, ce baron de la chimie là. Il est spécialisé dans la surveillance, mais aussi dans plein d'autres activités illégales. Du coup, je sais pas trop pourquoi ces sbires veulent capturer une gamine. Bizarre un peu. Ah oui, Isha a un chapeau qui rappelle évidemment le chapeau de Timo, la mascotte de LoL. Peut-être pour ça qu'ils sont assez trousses. Personnage détestable. Bref, Isha se fait sauver par Jinx et ensuite elle va plus jamais la lâcher. On a ensuite une scène sur Smitch et ses hommes dans sa roulotte. Smitch, c'est aussi un baron de la chimie, un des dirigeants autoproclamés de Zone. On l'avait vu vite fait dans la saison 1, mais là il est beaucoup plus présent et c'est pas pour me déplaire, je l'aime bien. Vu que Smitch est un Yordle, je me dis que c'est peut-être le bon moment pour rappeler vite fait ce que sont les Yordles aux néophytes de l'univers. Les Yordles, c'est des petites créatures poilues qui ne viennent pas du même monde que les humains qu'on voit dans Arcane, ils viennent d'un monde parallèle appelé le monde des esprits. Et ils peuvent venir sur Runeterra, la planète dans laquelle se déroule Arcane, si vous préférez, en ouvrant des portails dont eux seuls ont le secret. Parfois ils préfèrent l'ambiance de Runeterra, alors ils viennent pour y vivre. Ils sont de nature assez goofy, genre comme Heimerdinger, mais Smitch, lui, il explose le goophomètre en étant un Yordle shooté au shimmer et modifié mécaniquement. Pour ça je l'aime beaucoup. Bref, Smitch explique qu'il veut tout ce que possédait Silco. En gros, en ce moment, tous les barons de la chimie se font une guéguerre, et là, ils arrivent devant chez Margot, une autre baronne. Truc bizarre, c'est que le gris a atteint la base de Margot alors qu'elle est pas très profonde. Et du coup, il faut que j'explique ce qu'est le gris. C'est assez bien expliqué plus tard dans la série, et j'ai trouvé ça très cool d'ailleurs, mais le gris, c'est une fumée de pollution qui provient de l'industrialisation, en gros. Plus on descend profond dans zone, plus le gris est épais et moins c'est respirable, tant bien qu'à certains niveaux, il faut des masques pour filtrer l'air. Je suis très content qu'ils aient intégré ça à la saison 2 parce que c'était pas très présent dans la première saison, alors que je trouve que c'est un des éléments les plus importants de Zone. C'est notamment pour ça que Echo, sa base, c'est un arbre géant qui produit de l'air, parce que l'air est pas bon à Zone en fait. Bref, la base de Margot s'est fait attaquer et Smitch et sa bande battent en retraite. Enfin, un truc effraie le comptable de Smitch dans la fumée et ils prennent leurs jambes à leur cou. C'est plutôt ça. Je pense que ce moment-là, au départ, il est fait pour nous faire croire que c'est Warwick dans la fumée, alors qu'en fait c'est les pacifieurs, on apprendra ça plus tard. Ensuite, on a une réunion des barons de la chimie avec Cross, Smitch, Margot et Sevika. Encore une fois, j'adore le design de ces barons. Cross, il est vraiment flippant avec ses sbires qui ont des sortes d'embouts de vieux téléphones greffés sur la bouche. Ils ont tous le front numéroté. Cross lui-même d'ailleurs a une sorte de téléphone vintage tatoué sur le crâne, sans doute parce que son domaine c'est l'information. Margot, elle, toutes ses sbires sont en cuir latex et je vais pas trop rentrer dans les détails de leur domaine de prédilection sur YouTube, mais le design de Margot je le trouve vraiment très cool. Déjà il y a 2 gros M sur son buste, sur sa veste, et c'est très mégalo, bien comme il faut. Mais surtout vous voyez les petites parties métalliques sur sa peau là? On dirait juste des piercings comme ça, mais en fait c'est mieux que ça. C'est des valves qui servent à resserrer sa peau pour la faire paraître beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est vraiment. Stylé. Je sais pas quel âge elle a en réalité, mais elle a plus 20 ans. Sevika, de son côté, a pour l'instant pas trop changé en termes de design. Elle a toujours cette cicatrice bleue causée par l'explosion du Crystal X-Tech dans la saison 1. Vu que les barons passent leur temps à se foutre sur la gueule, Sevika les a convoqués pour essayer de les réunir dans le but de canaliser leurs efforts contre Piltover plutôt qu'en bagarre interne. Le problème, c'est que les pacifieurs sont bien trop nombreux. Smitch propose de simplement livrer Jinx à Piltover pour qu'il leur foute la paix, mais Sevika insiste, on ne livre pas les nôtres. Et cette phrase, elle est importante. En plus de cette réunion qu'elle a organisée, elle montre que Sevika essaye de pas juste combler la place de Silco, mais aussi de celle de Vander, parce que ça c'est une phrase que Vander a prononcée. Et Sevika a jamais trop aimé Jinx non plus, mais exactement comme Vander, elle refuse de livrer des gens de zone. Juste après ça, on voit justement Sevika picoler dans le bureau de Silco, essayer de réparer son bras que Vi avait détruit dans la saison précédente, jusqu'à ce que Jinx apparaisse. Sevika a un petit moment d'hésitation où elle prend une bouteille, peut-être pour assommer Jinx et la livrer finalement, mais elle abandonne vite l'idée. En parlant de leur relation et de leur deuil de Silco, elle commence à se rapprocher. Et par contre, il y a une question que je me pose ici, c'est est-ce que Sevika est au courant que c'est Jinx qui a tué Silco? Non, parce que plus tard, Jinx révèle l'info à Smitch, qui semblait ne pas être au courant, alors que quand même Smitch est un baron de la chimie, donc il a des oreilles un petit peu partout. Et du coup, je me dis que si Sevika n'est pas au courant et qu'elle l'apprend plus tard, ça risque de mettre à mal sa relation avec Jinx. On verra bien. Dans la scène d'après, on voit Victor se réveiller enfin. Il y a une voix qui l'appelle, le cœur X-Tech peut-être, l'Arcane, la voix de Sky, son assistante qui a été détruite par le cœur X-Tech, ou peut-être assimilée du coup, peut-être toutes ces choses à la fois. En tout cas, les plans où Victor sort de son cocon, si on peut appeler ça comme ça, sont vraiment très cool. On dirait vraiment qu'il vient au monde une deuxième fois, et c'est le cas en fait, puisqu'il sort de ça complètement changé. Il y a vraiment que sa tête qui reste humaine, mais même son mode de pensée a l'air un peu différent. Un truc intéressant à noter, c'est la propriété qu'a cette nouvelle forme avec le métal. À peine sorti du cocon, il attrape sa canne que Jace avait gardée. La canne est normale à ce moment-là, puis sur le plan juste après, paf, elle commence à être modifiée par le corps de Victor, ça va très très vite. Et dans le lore de Victor sur LoL, qui est complètement différent de celui-ci, il a vraiment tout un truc avec le métal. J'ai une toute autre théorie sur Victor, donc je sais pas trop où va ce truc-là avec le métal, on verra bien.
mais restez jusqu'à la fin de la vidéo où je vous raconte un petit peu ma théorie sur Victor. Après ça, on a une petite conversation touchante entre Victor et Jace, même si la scène est un petit peu bizarre et rapide, je dois dire. Victor est vraiment très différent et il se barre un petit peu en mode bon, je dois retourner sur ma planète maintenant, au revoir. Et Jace perd juste son meilleur pote comme ça en un claquement de doigts, c'est un peu bizarre. S'ensuit une scène où Echo et son clan des Feux Volants accueillent des rescapés des guerres de gang à Zone. Ils accueillent vraiment tous ceux qui cherchent un endroit tranquille, mais il y a tellement de misère à Zone en ce moment qu'ils ont du mal à accueillir tout le monde. On voit Heimerdinger avec une tourelle qui tire des bulles de savon pour amuser les enfants. C'est évidemment une référence au fait que dans LoL, Heimerdinger est un personnage qui se bat en posant des petites tourelles. Par contre, la référence par rapport au masque qu'il porte sur la tête, je suis pas sûr de l'avoir. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, autre théorie farfelue sortie de mon fion, mais tous ces enfants, je me demande s'il y en a pas qui sont basés sur des enfants de l'équipe de Fortiche. C'est vraiment une théorie qui se base sur absolument rien du tout, mais en voyant le plan, je me suis dit que c'est un clin d'œil facile qu'ils pourraient faire à leur famille. S'il y a des gens de Fortiche qui ont l'info et qui veulent me dire si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas. Echo remarque que les feuilles de l'arbre géant qui est au cœur de leur base semblent être atteintes d'une maladie. Problématique, sachant que c'est littéralement leur source d'air respirable et leur habitation. Il en parle à Heimer et ça lui rappelle quelque chose, alors les deux vont s'introduire dans l'académie de Piltover pour aller dans le labo d'Heimer. La scène est très mignonne, la référence au rossier rouge qui quitte la jungle, décidément beaucoup de références à la jungle encore une fois dans ce début de saison. Echo et Heimer retrouvent donc Jace au labo, ils analysent les patterns de la feuille et en déduisent que c'est les mêmes qu'avec le cœur Hextech et ce qui s'est passé avec Victor, et là Heimer a une réaction qui m'a fait un petit peu tiquer. En voyant le tissu duquel a émergé Victor, sa réaction c'est pas qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, sa réaction c'est oh non, où est Victor? Comme s'il savait qu'à la base Victor était là-dedans. Donc deux possibilités du coup. Soit il s'introduisait déjà seul dans son labo depuis quelques temps et il a vu Victor dans le cocon, soit juste il a un gros cerveau et il a déduit que c'était la forme de la silhouette de Victor dans le pattern. En tout cas, cette réaction sert de transition vers la scène suivante où on voit justement Victor dans les bas-fonds qui suit les traces de pattern arcanique au sol et il est appelé par la même voix qu'il entendait dans le cocon. On a un plan sur des gens en train de vénérer une fresque de Janna et c'est trop bien, je suis trop heureux qu'ils parlent de Janna dans Arcane. Et là, vu que les gens qui ne regardent que Arcane et ne connaissent pas LoL ne savent pas du tout de quoi je suis en train de parler, et ben on va faire une petite pause dans la narration pour expliquer ce qu'est Janna et même ce qu'est réellement Piltover et Zone dans l'histoire de LoL. Allez, petit cours d'histoire géo. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, il y a plusieurs centaines d'années, Piltover et Zone, c'est pas Piltover et Zone, c'est une petite ville du nom d'Oshra Vazone, une ville portuaire et marchande sur un continent appelé le continent Shurimien. Dans le coin, pas mal de pêcheurs, de marchands, de navigateurs, bref de gens qui bossent sur des bateaux vénèrent une divinité appelée Janna. C'est une sorte de déesse du vent. Donc forcément, t'es sur un bateau, tu vas prier pour que les vents te portent à bon port. Au bout d'un moment, la ville s'est développée et les marchands se sont mis à faire des chantiers pour construire des routes commerciales et toutes sortes d'autres travaux utiles au commerce. Sauf que ça s'est pas très bien passé et à l'endroit où se trouvait le port de Zone, c'est-à-dire entre la mer et la rivière Pilt, vous commencez à capter, il y a eu une catastrophe. Tout le port s'est affaissé et des portions entières de la ville se sont retrouvées à tomber au fond de grosses crevasses créées par les travaux. Cet incident a fait beaucoup de victimes, mais ça aurait pu être bien pire si Janna n'était pas intervenue pour sauver des gens et écarter des décombres à l'aide de bourrasques de vent. Depuis, ce qui était le port de Zone se retrouve affaissé et ses habitants vivent jusqu'au fond des crevasses. Et le reste de la ville, qui se trouve au-dessus de la rivière Pilt, littéralement Pilt Over, maintenant voilà vous avez compris le nom, seuls les habitants les plus fortunés peuvent y vivre, la bourgeoisie. Comme dans le vrai monde où on parque les pauvres dans des trous à rats souvent pollués par la mondialisation. Sympa. Voilà, cours d'histoire terminé, maintenant vous comprenez mieux Piltover, Zone et Janna. Le prochain cours il sera sur Noxus, mais on se garde ça sous le coude pour un peu plus tard. Donc Victor continue sa petite marche dans les bas-fonds et il se fait suivre par des drogués au shimmer qui prennent son corps pour des sortes de prothèses qui pourraient valoir très cher. Ah oui, et là il y a Huck, le perso qu'on a vu petit à petit sombrer dans le shimmer dans la saison 1, qui se fait voler ce qui semble être un fruit revigorant de LoL dans ce plan. Il y a aussi ce plan très biblique et prophétique où on voit Victor devant un vitrail qui forme une sorte d'auréole derrière lui. C'est évidemment une sorte de foreshadowing de ce qui va se passer peu après. Et d'ailleurs tout le monde a fait des comparaisons entre Victor et Jésus, mais moi j'y vois un petit peu plus Moïse avec le bâton et tout, bref. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres influences. Mais donc avant ce qui va se passer avec Victor, il y a une scène où Jinx démonte plein de pièces détachées dans la salle d'arcade pour fabriquer un nouveau bras mécanique pour Sevika. Et mine de rien, c'est assez symbolique de l'arc narratif autour de Jinx pour cette saison, à savoir qu'elle est en train de tourner la page et de se faire une nouvelle famille. C'est quand même un gros geste de construire un tel cadeau pour Sevika, sachant qu'à la base, elles sont pas super potes, juste elles se supportaient parce qu'elles gravitaient toutes les deux autour de Silco, mais ça s'arrêtait là. Ensuite, la salle se fait envahir par l'escouade de Caitlyn et de Vi. La scène est plutôt cool, le gris prend une sorte de forme de serpent chelou et des gens y voient
Fiddlesticks sur cette frame. Ce qui est intéressant, c'est une métaphore voulue de la part de Fortiche. En gros, dans LoL, Fiddlesticks c'est un démon, le démon de la peur, qui prend la forme des peurs de ses victimes et qui utilise des voix de leurs proches pour les attirer. Du coup, Jinx, qui voit sa sœur rejoindre les pacifieurs, c'est un petit peu un cauchemar pour elle, et ça expliquerait peut-être que la fumée prenne cette forme, même si en vrai je pense que ça a sans doute rien à voir. C'est peut-être juste soit un vite fait un clin d'œil, soit c'est censé plus représenter un serpent, je sais pas. Ah, et truc très important, évidemment, Jinx laisse derrière elle les lunettes de Clagor, son ami d'enfance, qu'elle gardait depuis la saison 1 et qui montre encore une fois qu'elle tourne la page. C'est aussi comme ça que Vi les trouve, et c'est elle qui va les garder à partir de maintenant, puisque c'est des lunettes que possède Vi dans son design dans le jeu depuis qu'elle est sortie en 2012. Ah oui, je suis vieux sa mère. Bon, donc Jinx s'est enfuie et se fait prendre en embuscade par Smitch et ses sbires, ce qui va donner une scène incroyable où le trio Sevika, Isha et Jinx vont s'allier pour leur détruire la gueule. Les scènes de combat dans Arcane sont jamais décevantes, mais celle-ci elle fait vraiment pas exception à la règle. C'est trop bien chorégraphié, la musique est géniale, l'arme de Sevika aléatoire rend le truc trop cool et je m'en tape, c'est une référence à Kaito dans Hunter x Hunter, j'ai raison. Pareil, le fait que l'arme fasse la musique de Get Jinxed, c'est trop rigolo. On l'avait déjà entendu dans la saison 1 la musique, mais évidemment c'est une référence au premier clip musical qu'ont fait Fortiche pour Riot, la première collaboration entre Fortiche et Riot. C'est littéralement le bébé qui a donné Arcane ensuite, donc c'est normal que ça passe et c'est trop cool. Du coup bon, adieu Smitch, petit ange parti trop tôt, je t'aimais bien. Je trouve ça vraiment cool que Arcane casse les codes des Yordles qui sont des petites créatures mignonnes en les transformant en péripatpéticienne ou en baron de la chimie drogué qui se fait déchiqueter en morceaux. Depuis le temps que les joueurs de LoL ont envie de voir des Yordles se faire déchiqueter, merci Fortiche. Après cet interlude, on retourne voir Victor qui est désormais encore plus profond dans zone, dans une décharge qui sert de planque au camé du coin. Et là Victor fait le truc de fou où il prend toute la souffrance de Huck et il l'absorbe, avec encore une fois des patterns arcaniques de partout. Et il ne soigne pas juste en fait, on dirait qu'il le rend plus jeune carrément, parce qu'il a vraiment l'air plus jeune que dans la saison 1 quand il était pas encore drogué. Et il lui rend aussi la vue, genre il a plus besoin de ses lunettes. La scène est vraiment genre biblique. La petite larme sur l'âge de Victor, la musique, là, tout, trop bien. C'est hyper mystérieux, vraiment j'ai hâte de voir où cette histoire va aller parce que c'est quand même très éloigné du Victor de League of Legends. D'ailleurs en parlant du Victor de League of Legends, j'aime bien que Victor ait gardé la couverture du labo de Jace comme seul vêtement et que ce soit une ref aux vêtements qu'il porte dans son artwork sur LoL. Même si à mon avis Riot va pas tarder à retaper le champion de LoL pour qu'il ressemble au Victor d'Arcane. Et en vrai c'est pas plus mal. Rien à voir, mais ce nouveau pouvoir de Victor m'a grave fait penser à John Coffey dans La Ligne Verte, film culte que j'avais jamais vu, du coup je l'ai vu il y a pas longtemps et ça m'a fait marrer de tomber sur ces deux pouvoirs très semblables dans deux œuvres que je regardais à peu près en même temps. Bref, Victor a aussi une vision de Sky qui semble fière de lui, comme si c'est elle vraiment qui l'avait amené ici. Et après ça, cut sur la scène finale qui tease encore une fois les expériences de Singed. Il a arraché cette fois les deux paires d'yeux au pauvre Lycan et maintient son double cœur en vie mécaniquement. Salaud. En tout cas, ça annonce du très lourd avec Warwick. Allez, maintenant, épisode 3, qui s'ouvre sur l'explication de ce qu'on voyait justement plus tôt dans les archives Kiraman, et on nous explique globalement que la famille possède tout un système d'aération qui sert à contenir le gris dans différents niveaux de zone pour que les habitants puissent respirer correctement. Sympa, non? Ouais, mais bon, ça veut aussi dire qu'un clan a la main mise sur des sortes de chambres à gris. Des chambres à gris, ouais, sur toute la basse ville. Et qu'à tout moment, si quelqu'un de la famille pète un plomb, il peut répandre du gris sur toute zone. Ce que va faire Caitlyn en fait sans le moindre remords pour avoir un avantage tactique lors de ses attaques. Pas très sympa tout ça, hein. Mais bon, ça nous a quand même donné toute une scène dans un style comics bien trash, très cool. J'adore vraiment que Fortiche puisse juste se dire, allez, là on s'en fout, on fait un tout autre style d'animation pour cette partie. Et juste en fait, ça marche. Bravo, j'ai rien d'autre à dire. La musique est folle aussi, et je vous invite à checker les paroles du son, il y en a qui concordent très bien à ce que pense Caitlyn à ce moment-là. Suite à ça, l'escouade se retrouve devant Hinot, l'ex-comptable de Smitch, pendu sur une grosse hélice, avec des poupées à l'effigie de l'escouade éventrées qui pendent. Et à ce moment-là, évidemment, tout le monde s'est dit que c'était un piège et qu'il fallait pas y aller. Mais non, en fait, Jinx, elle a juste mis ce setup en place pour faire peur à l'escouade. Kate perd encore une fois très vite patience et menace Hinot de son fusil, ce qui choque encore un petit peu l'escouade. Et Hinot finit donc par expliquer que Jinx prépare un truc dans les vieux conduits d'aération, donc pas ceux qui appartiennent au Kiraman. De là, on enchaîne directement avec un plan sur le navire de guerre d'Ambessa. Cette scène, j'ai eu la chance de la voir un petit peu en avant-première quelques semaines avant la diffusion. C'est grâce à Riot France, d'ailleurs, merci à eux. J'ai eu la chance d'assister à une session questions-réponses avec Bart Monori et Pascal Charru, deux des trois gros big boss de Fortiche, et aussi avec Amanda Overton, l'écrivaine et productrice de Riot sur la série Arcane. C'était incroyable. Et vraiment, quand j'ai vu la scène, j'ai pété mon crâne parce que c'est vraiment trop bien. Donc Ambessa discute avec Amara, un personnage qu'on voit vite fait dans la saison 1, qui vient apparemment combler une dette, sauf que ça se passe pas très bien et qu'Amara se révèle en fait faire partie de la Rose Noire. Et donc là, c'est le moment de faire un court rappel de ce qu'est Noxus et la Rose Noire pour ceux qui ne savent pas. Donc, déjà, Noxus
Noxus, c'est quoi exactement Noxus? Parce que Ambessa vient de Noxus, on en parle un petit peu dans Arcane et on voit souvent des soldats noxiens avec elle, etc. patati patata. Noxus, c'est un des plus grands empires du monde de Runeterra, c'est un empire conquérant et expansionniste et ils mettent la puissance au-dessus de tout principe, tout type de puissance, l'intelligence, la force physique, économique, technologique, etc. Tout ce que Noxus trouve utile à l'empire, il le prend. Quand l'armée noxienne arrive quelque part, il laisse deux choix, rejoindre l'empire ou mourir. Avec Piltover et Zone, c'est un petit peu différent puisque bien que ce soit une petite ville, elle est beaucoup plus développée technologiquement que le reste du monde, donc ils sont plutôt en bon terme et ils font du commerce ensemble parce que c'est difficile d'assiéger Piltover et Zone à mon avis avec leur technologie, mais le jour où Noxus pourrait arriver à les conquérir, je pense qu'ils hésitent pas une seconde. Bref, Noxus est un empire et donc il est régi par un empereur. Même si plus maintenant en fait ça a changé, mais ça je l'expliquerai plus tard à la fin de la vidéo, mais pour l'instant on va parler du système d'empereur. Donc pendant très longtemps Noxus avait un système d'empereur, sauf que ça c'était en surface. En réalité, ceux qui contrôlaient réellement l'Empire, c'était une organisation appelée la Rose Noire. C'est l'organisation secrète, genre les Illuminati, qui tirent les ficelles dans l'ombre, etc. Les deux fondateurs de la Rose Noire, c'est Vladimir, un mage qui contrôle le sang, et Leblanc, une autre mage mystérieuse et extrêmement puissante. La mort est pas un problème pour eux apparemment, puisqu'ils ont tous les deux plus de 1000 ans. C'est Leblanc qui nous intéresse ici. Leblanc peut créer des clones d'elle-même et leur donner l'apparence qu'elle veut. Elle peut aussi posséder des gens, visiblement. Amara semble être soit un avatar de Leblanc, donc peut-être un clone, soit une de ses disciples, et donc Leblanc pourrait prendre possession de son corps, je sais pas trop. Le rouge à lèvres d'Amara et le point qu'elle a sur le front font un petit peu penser à Leblanc d'ailleurs. Autre chose, durant la scène, on voit Rictus, le garde du corps d'Ambessa, se libérer de la magie de Leblanc avec une sorte d'arme gravée de runes qui émettent une lumière verte et du vent. Alors déjà, ce truc là c'est un objet de LoL, le Rukern Kainic, et ensuite il rappelle la lame de Riven. Et maintenant il faut que j'explique qui est Riven forcément. Donc Riven était une soldate noxienne qui s'est vue offrir une grosse lame runique et elle a participé à l'invasion de Ionia, un pays qui intéressait Noxus, mais les horreurs de la guerre l'ont fait déserter et briser sa lame. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est une des histoires les plus connues et stylées de LoL, et elle a notamment déserté parce que Noxus a utilisé sur le champ de bataille ionien un gaz toxique qui tuait tout le monde, les alliés, les ennemis, tout le monde. Un gaz toxique d'ailleurs qui a été créé par Singed. Et ouais, Noxus a passé un deal avec Singed. Donc attendez-vous à voir Ambessa faire la rencontre de Singed et peut-être mettre en place des choses. Et il y a quelques années, on a eu le droit à une nouvelle où les anciennes sœurs d'armes de Riven sont envoyées par la Rose Noire à Ionia des années plus tard pour traquer Riven et ramener sa lame runique, comme si c'était un objet très important qui pouvait embêter Leblanc. Et la lame de Riven permet de produire une sorte de magie du vent. Du coup, magie du vent, Janna, la Rose Noire qui vient à Piltover, commence à y avoir des parallèles qui peuvent se faire. On verra plus tard si ça fait quelque chose, mais pour l'instant je suis pas sûr. En tout cas, tout ça nous fait comprendre qu'Ambessa sait qu'elle est menacée par la Rose Noire et qu'elle est plutôt bien préparée puisque son garde du corps a de quoi contrer la magie de Leblanc. Et donc qu'est-ce que vient chercher la Rose Noire à Piltover? Bah comme je l'ai dit, peut-être il y a un rapport avec Janna, peut-être juste il y a des trucs technologiques qui peuvent être intéressants pour l'Empire, les gemmes Hextech, etc. Peut-être l'artefact magique qui a permis à Mel de survivre à l'explosion. C'est sans doute la bague de Mel d'ailleurs qui fait ça. Difficile à dire pour l'instant. Amara a semblé dire que Ambessa leur avait volé quelque chose, donc je pense que c'est peut-être cet artefact magique. Bref. On apprend aussi que c'est bel et bien la Rose Noire qui a tué Kino, l'autre enfant d'Ambessa et donc le frère de Mel. J'ai encore plein de théories et de trucs à dire en rapport avec Ambessa et la Rose Noire, mais on en reparlera après. Je viens de parler de Noxus comme un zinzin pendant 2 minutes. J'espère que c'était plus ou moins clair pour les gens qui suivent pas trop le lore de LoL. Reprenons l'épisode. À la fin de la scène, Rictus propose d'impliquer Mel, ce qui confirme qu'elle n'est pas au courant de la réelle raison de la présence de sa mère à Piltover, ni de pourquoi elle a survécu à l'explosion à mon avis. Je pense que la bague des Medarda est clairement un cadeau de sa mère destiné à protéger Mel sans qu'elle le sache. Bon, ensuite on a la fameuse scène où Vi et Kate s'embrassent enfin, let's go, bravo les lesbiennes, tout ça, les fanzous Kate Vi, ils sont comme des zinzins. Vi fait promettre à Kate de ne pas changer, chose qu'elle fait, promesse qui devrait tenir plus de 20 minutes, hein La scène suivante nous introduit un nouveau personnage, Lest. C'est une Vastaya au design incroyablement stylé. Les Vastaya, c'est des créatures magiques, mi-humains, mi-animaux. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup plus loin. Et puis au pire, farfouillez dans les playlists de ma chaîne, vous trouverez des trucs. Lest applique du shimmer sur les tatouages de Salo. J'adore dire Salo comme ça tout le temps, c'est trop bien. Bien que Lest ait rangé ses outils avant de partir, Ambessa trouve rapidement des traces de shimmer dans l'appartement. Et ce petit détail va sans doute aider à influencer son jugement pour plus tard. Ça et le fait que Salo dise à Ambessa que le nom de Caitlyn Kiraman ensorcelle un peu les gens dans la ville. Quand il dit ça, il y a Ambessa qui a un petit regard sur le côté en mode intéressant. Elle demande à Salo de réunir toutes les familles influentes de Piltover pour ériger justement Salo comme chef de la ville. Enfin, c'est ce qu'il croit. J'adore, comme avec l'arrivée d'Ambessa, chaque scène où elle se trouve, ça ramène des intrigues politiques dignes de Game of Thrones. Je suis totalement fan de ça. La scène d'après s'ouvre sur un truc vraiment très cool, une pièce de théâtre qui montre, sans doute,
le couronnement du prince Jarvan IV de Demacia. Toujours pas besoin d'expliquer ce que c'est Jarvan IV ni Demacia, on s'en fout, c'est juste une référence pour les nerds du lore. En backstage, on voit Mel du coup s'entretenir avec Lest, c'est elle qui l'avait envoyé pour espionner Salo et écouter les conversations avec Ambessa. Ses grandes oreilles sont plutôt utiles pour ça. D'ailleurs, elle ose dire non, j'ai rien entendu, alors que... Bon, voilà. En tout cas, ce petit coup fourré nous montre que Mel est la digne fille de sa mère, parce que le shimmer qu'appliquait Lest sur Salo laisse des traces, et Lest donne le pinceau, l'arme du crime, à Mel pour le décrédibiliser devant le conseil et les grandes familles de Piltover. Un plan très imaginatif. Ensuite, on a encore une fois une scène où faut être assez concentré. Décidément, c'est un épisode qui est chargé en intrigue. Jace explique un principe à Echo, celui des runes sauvages. Et en vrai, pour un truc aussi compliqué, il l'explique super bien, avec des exemples et tout, et Jace ferait un super prof. En gros, on pourrait graver des runes dans des objets pour donner un but à la magie engendrée par l'Hextech, genre tirer un rayon laser par ici par exemple, mais l'arcane elle-même laisse des marques sauvages à certains endroits, et l'utilisation abusive de la magie entraînerait des réactions négatives à d'autres endroits. C'est littéralement une métaphore du capitalisme, de la mondialisation et de l'impact environnemental du tout. C'est un des nombreux, très nombreux sujets dont parle Arcane, et c'est très cool. Encore une fois, bravo à Fortiche et aux scénaristes de Riot, parce que c'est très bien amené, et qu'on vient de pas me dire, ni pas de politique dans ma série. Toute œuvre est politique. Même boire de l'eau, c'est politique. Comment t'as accès à ton eau? Voilà. Et puis bon, avec un studio français, comment tu veux ne pas faire de politique? Bon, désolé, je m'emporte, on s'en fout, mais j'ai lu des dingueries sur Twitter, je reprends. Heimer dit avoir vu des grands mages faire des miracles avec la magie, mais que ça se transformait souvent en catastrophe, et la phrase est méga importante. Non seulement par rapport à ce qu'est en train de faire Victor dans les bas-fonds, peut-être que s'il s'amuse à soigner trop de gens trop vite, ça va créer des sales contreparties, mais cette phrase d'Heimerdinger, elle m'a aussi donné l'idée d'une théorie dont on parlera à la fin. J'en suis assez content, donc restez bien jusqu'à la fin. Jace réalise que si l'arbre d'écho dans les profondeurs est touché, c'est parce qu'une partie de l'X-Gate s'enfonce profondément dans le sol. Vous savez, c'est ce grand building qu'ils ont construit en saison 1, ce grand building qui sert à magiquement téléporter des dirigeables entiers. Tu m'étonnes qu'il y a un contre-coup. Bon, après ça, on a une grosse partie où 3 scènes qui se déroulent en même temps s'entremêlent, alors je vais faire au mieux pour que ce soit pas trop confus et les prendre séparément. Déjà, la partie où Vi et Kate vont affronter Jinx et Sevika, elle se déroule dans un temple dédié à Janna, encore une fois. Ces fresques, si on suit la logique du lore, elles ont minimum 200 ans, mais possiblement 1 ou 2 milliers d'années, et je trouve ça très cool. L'intérieur du temple nous montre des colonnes taguées par Jinx qui résument l'histoire de Powder et de Vi à travers les yeux de Jinx. Je vais pas rentrer dans les détails de l'entièreté du combat, ce serait pas hyper intéressant même s'il est très beau et très bien chorégraphié. Juste, j'aime bien quand Kate vise Jinx la première fois, on voit un pétale violet tomber sur sa tête juste avant le tir. Ça fait écho à la scène dans l'épisode 1 où elle s'imagine tirer sur Jinx juste avant de se faire interrompre par Jace. Ah, et rien à voir aussi, mais merci à Woodkid pour ce nouveau banger. Pour l'instant, c'est clairement mon son préféré de la saison 2. Faut savoir que dans la chanson donc Ashes and Blood qui tourne en fond dans cette scène, il y a une partie de la chanson, donc les chœurs en arrière-plan, qui sont chantés en shurimien. Vous savez, c'est la partie qui fait... Ouais, désolé, je suis obligé pour le copyright, hein. J'ai pas trouvé de solution. Le shurimien, du coup, c'est le langage du continent sur lequel est situé Piltover et Zone. Même si la ville, en évoluant, s'est détachée et a sa propre langue, mais c'est la langue, du coup, dans laquelle les habitants priaient à Janna. Et ça tombe bien parce que les chœurs, justement, de la musique sont des prières à Janna. Je trouve ça archi stylé. J'espère vraiment qu'on verra Janna en chair et en os dans un des épisodes, même si c'est genre 2 secondes. Mais bon, j'y crois pas trop en vrai. À un moment dans le combat, toutes les armes Hextech commencent à partir en sucette suite au fait que Jace touche le truc bizarre dans la tour en parallèle. Ça impacte tout le combat. Et il y a un moment où ça a une incidence très intéressante, facile à louper, et c'est ce qui permet à Kate de se libérer de Sevika parce que les bugs, si on peut les appeler comme ça, s'introduisent dans la cicatrice de Sevika vu qu'elle est de la même nature que les gemmes Hextech. Ça la fait souffrir et elle perd l'ascendant sur Kate. Alors que pourtant, plutôt Kate l'a mordu et juste Sevika elle a bien aimé. Grrr. Ensuite, Kate tire sur le doigt de Jinx. Non, pas comme ça. Bref, donc en gros, elle rate une première fois sa balle. Après, il y a Isha qui vient s'interposer entre Vi et Jinx, et elle ressemble vraiment à Powder dans ces moments-là, je trouve. Kate tire dans le flingue que tient Isha, et là, elle a réussi à un tir assez précis dans un moment un peu plus calme où elle a pu se concentrer. Mais ensuite, elle s'énerve et elle veut tuer Jinx. Vi s'interpose évidemment pour pas que Kate tue une gamine, et là, faut être attentif. À la frame, juste avant de tirer la prochaine balle, elle décale son viseur rapidement pour ne pas toucher Vi, et il est genre entre la tête d'Isha et de Jinx. Sauf qu'elle rate vraiment le tir puisqu'il part dans la main de Vi, et Vi a pas vraiment beaucoup bougé plus que ça. Et plus tard, Kate dira qu'elle n'aurait pas raté, sauf que si, elle aurait carrément raté puisqu'elle avait déjà raté en fait. Caitlyn, normalement, c'est vraiment le tireur d'élite qui ne rate aucun tir, sauf que là, vraiment, c'est fait pour nous montrer qu'elle perd absolument tout le contrôle à cause de la haine. Sevika profite du moment pour activer une bombe qui fait péter la grosse fresque de Janna et libère une bourrasque de vent. Et là, on a un autre moment où, si on est bien attentif, on voit un truc cool. Plutôt, Jinx a dit à Isha de s'en aller quand elle s'est interposée parce qu'elle était prête à mourir, mais quand la bourrasque de vent jaillit, au lieu de se laisser emporter
l'emporter, elle prend Isha dans ses bras et elle la protège du vent. Et ensuite il y a Sevika qui se met par-dessus et qui protège les deux autres. Et donc là c'est officiel, Jinx a trouvé sa nouvelle famille. Et c'est ici que j'en profite pour dire que la majorité des persos principaux d'Arcane sont des femmes, qu'elles sont toutes archi bien écrites, que c'était déjà le cas en saison 1 mais que ça l'est encore plus en saison 2, et merci putain parce que ça fait un bien fou. Bon, le plan de Jinx du coup s'active et il y a un gros feu d'artifice de gris multicolore qui explose en plein Piltover. C'est comme ça que Jinx imaginait un peu ses funérailles. Elle avait vraiment prévu de mourir ici dans un gros feu d'artifice de couleur. On voit un petit peu tout le monde en haut réagir à cette explosion et on voit surtout que Ambessa va bien pouvoir se servir de ce nouvel attentat. Après ça, il y a Kate et Vi qui s'engueulent à nouveau pour changer un petit peu, mais là les deux vont trop loin, surtout Kate. Vi compare Kate à Jinx. Pas ouf de te faire comparer à l'assassin de ta mère, et du coup Kate réagit en frappant Vi dans l'abdomen, vraiment pas ouf non plus, et on sent que cette engueulade aura plus de répercussions que les autres. Kate a un micro regret dans les yeux, mais elle s'en va quand même. Bon, j'ai pas parlé de la scène de Jace, Victor et Heimer dans la salle, et oh, une Jojo ref. Oh, Heimerdinger biblique. À part ça, je sais absolument pas quoi dire sur cette scène, c'est plus que mystérieux ce qui se passe à ce moment-là, et c'est vraiment fait pour nous perdre. J'ai des théories, mais on en reparlera un petit peu après. Il y a deux trucs un petit peu cachés dans cette scène. Déjà, Heimer, il voit des sortes de patterns arcaniques au sol. Il y a pas mal de gens qui ont remarqué qu'en fait, dans la saison 1, à un moment, il y a Victor qui saigne du nez dans la X-Gate en regardant un petit peu en bas. Et donc, ce seraient les gouttes de sang du nez de Victor qui ont causé ces patterns. Pareil, Victor, à ce moment-là, quand il regarde dans la X-Gate, il a des sortes d'hallucinations. C'était sans doute un foreshadowing de ce qui allait se passer juste ici. Ensuite, au milieu de cette grosse hallucination magique qu'ils ont tous, il y a Jace qui dit qu'avons-nous fait et qui tape dans le noyau avec son marteau. Et là, il y a une frame où on voit ça. Des gens disent que c'est un papillon, d'autres disent que c'est plus précisément un sphinx tête de mort. Honnêtement, j'ai aucune foutue idée de ce que c'est réellement, donc je vais pas trop m'avancer. Mais d'après ce que j'ai vite fait rechercher, le sphinx tête de mort peut représenter la mort ou la transformation. Peut-être que ce truc va changer Jace et même Echo et Heimerdinger pour le reste de la série. On verra bien. En tout cas, ce truc-là a déjà changé Victor, et dans un des flashbacks de la jeunesse de Victor en saison 1, il y a un papillon, et c'est la même chose pour Jace. Donc ouais, peut-être que Jace lui aussi va être modifié par l'arcane. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure aussi, mais avant ça, il y a Echo et Jace qui parlent du fait que si la tour explose, c'est proche des arrivées d'eau de zone. Ça aussi, c'est un vrai truc écologique. La pollution des eaux par les centrales nucléaires et autres formes de sources d'énergie. Ah, et je suis désolé, je prends tout dans le désordre, mais oui, pour accéder à cet endroit justement de la tour, Jace a ouvert la grande porte en bas avec son marteau. Encore cette manie des familles de Piltover à garder la main mise sur leurs inventions. Sinon, pendant tout ce bazar, il y a aussi eu la scène où Elora, l'assistante de Mel, lui explique que la personne qui a tué son frère Kino couvre ses traces. Maintenant, on sait que c'est un acte de la Rose Noire, mais je me dis que l'ordre a peut-être été donné à Talon ou Marcus, le père de Katarina. Parce que dans la saison 1, Ambessa dit que Kino a croisé le mauvais homme, et que cet homme gagne du pouvoir. C'est pour ça qu'au départ, je pensais que c'était Swain, mais vu que c'est la Rose Noire, en fait... non, je suis en train de partir en couille là, non? Ouais, je parle de trucs de lore que seuls les gens qui connaissent un peu de lore connaissent. Pardon, je reprends. Donc après le combat à Jinx, Vi et la scène avec Jace, Heimer et Echo, on a la suite de cette fameuse scène avec Elora et Mel, et Elora se fait posséder par la Rose Noire et Mel se fait kidnapper. Elle pourra pas mettre à exécution son plan pour discréditer Salo. Franchement, c'est très couillu de la part de Fortiche et de Riot de mettre autant l'intrigue de la Rose Noire en avant. Je me dis que ça doit pas mal perdre les gens qui connaissent que Arcane. Heureusement qu'il y a des super créateurs de contenu pour vulgariser. Donc dans la scène qui suit juste après, on a la fameuse réunion des familles puissantes de Piltover, et on va d'abord parler de l'éléphant dans la pièce que tous les fans de LoL auront vu. Oui, ici il y a le clan Féroce qu'on reconnaît à leurs cheveux blancs. Oui, une de ces deux personnes c'est peut-être Camille, mais pas sûr. Et non, je ne pense pas qu'on verra réellement Camille comme un personnage d'Arcane. Il y a beaucoup trop d'intrigues déjà en cours, surtout maintenant avec la Rose Noire. Et oui, c'est triste parce que Camille est un perso ultra stylé avec une histoire qui l'est tout autant. Mais bon, faut faire des choix scénaristiques, on peut pas tout raconter dans une série de 2 saisons. Ah oui, et aussi il y a ceux-là, là, ils me font penser au clan Medarda justement. En tout cas à celui qu'on connaissait dans le lore avant Arcane, Ambessa et Mel. Ils me font un petit peu penser à Jago Medarda, un membre important du clan, dans leurs vêtements. D'ailleurs, pour le petit point lore, Jago est l'actuel chef du clan Medarda, à voir si ça peut coexister avec l'histoire d'Arcane sans être modifié ou pas. Peut-être que Mel et Ambessa quitteront Piltover ou mourront et que Jago sera le nouveau chef du clan dans la ville. C'est une dinguerie, hein. Je peux pas m'empêcher de faire des théories alors que la partie théorie elle est après. Faut que je me calme un peu. Ensuite, pour la scène en elle-même, on a encore Ambessa qui manigance comme une pro et ment ouvertement à tout le monde en disant qu'Amara avait été tuée par une de ces horribles pourritures zoniennes. Sympa pour faire reculer le racisme, ça, c'est super. Et ensuite, elle continue sur sa lancée en trahissant Salo qui croyait se faire nommer chef de Piltover sous la loi martiale pour que finalement Ambessa nomme Caitlyn. La loi martiale, au fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand l'armée prend les rênes du gouvernement lors d'une crise. Pas un truc très très cool en général. Bref, Ambessa a sans doute décidé d'écarter Salo pour nommer Caitlyn quand elle a vu que Salo se droguait et serait sans doute instable. Et que Caitlyn était déjà bien versée dans sa haine de zone. Du coup, Ambessa va en profiter pour placer ses pions et tenter de prendre le contrôle de la ville
file petit à petit. Le moment où elle désigne Kate, où la musique monte petit à petit là, et où Ambessa commence à frapper sur son torse avec ce ciel bleu derrière, c'est magistral. Je saurais pas l'expliquer avec des mots, mais je trouve ça hyper bien scénarisé. Je pense qu'il y a un truc avec ce ciel entièrement bleu sans un seul nuage derrière, ça donne une ambiance, je sais vraiment pas l'expliquer, c'est trop bien je trouve. Et pendant que tout le monde se frappe le torse, on voit que Lorix n'aime pas du tout ce qui se passe et il se barre. On voit ensuite le coup de poker final, un flashback où on découvre que c'est Ambessa qui a donné des instructions à Rennie pour qu'elle fasse l'attentat pendant l'inauguration du monument aux morts. Elle a bien attendu le dernier moment pour que ses soldats finissent les hommes de Rennie et ensuite elle a tué cette dernière pour qu'elle ne parle pas. Ambessa est derrière presque tout ce qu'on voit dans ce début de saison et c'est très très fort. On voit ensuite Maddie, la fangirl là, qui participe à tout ce truc de se taper sur le buste sans se rendre compte de la dinguerie que c'est en fait. Faut pas faire ça Maddie, hein. C'est pas bien ce qui se passe là. Puis il y a Caitlyn qui endosse la cape de commandante et elle nous rappelle les personnages des heures les plus sombres de notre histoire. Et la pause. J'ai vu sur les réseaux des comptes fans de personnages qui justifient les actes de Caitlyn en disant que c'est pas sa faute et c'est tellement faux. Caitlyn a vu sa mère mourir et elle est vite tombée dans une haine profonde, bête et méchante. Alors oui, c'est un facteur qui explique cette descente aux enfers, mais ça le justifie en rien. Vi, elle a plus ou moins raison de comparer Kate à Jinx plutôt, dans la façon dont elle agit. Sauf que Jinx, elle a vécu peut-être 50 fois plus de trucs horribles, dont la plupart en étant une enfant, alors qu'elle partait déjà en plus avec des problèmes de santé mentale évidents. Je justifie pas non plus les actes de Jinx, hein, là. Je compare juste à quel point c'est con de justifier ceux de Kate. Même Vi a subi des trucs atroces, genre voir ses parents mourir devant ses yeux, Vander pareil, elle l'a vu crever, ses meilleurs amis aussi, elle a fait des années de prison sans savoir si sa sœur était en vie et si elle pourrait la revoir un jour, et une fois sortie, elle l'a vu sombrer et devenir une personne totalement différente. Et après ça, Vi n'est pas devenue un petit moustachu colérique. Elle aime pas les pacifieurs certes, mais elle fait la part des choses. Même un petit peu trop en vrai si vous voulez mon avis en les rejoignant. Même si ça pour le coup elle le fait par amour, ça aussi c'est un problème vous me direz. Bref, vous avez totalement le droit d'aimer des personnages qui sont pas des bonnes personnes. Mais il faut faire gaffe à pas justifier leurs actes. Là c'est une série ça va, mais dans la vraie vie c'est plutôt dangereux de justifier tous les actes de quelqu'un parce qu'il est beau et cool à vos yeux. Caitlyn pourra être excusée si et seulement si son arc de rédemption est à la hauteur des actes de merde qu'elle a commis. À savoir traiter tout un peuple d'animaux, utiliser de la fumée toxique sur eux et frapper sa meuf. Donc pour l'instant, non, pour moi, Caitlyn est une belle enflure. À voir comment elle évolue. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. Voilà, désolé pour la parenthèse, hein, mais les comptes fans hardcore de Twitter m'ont un peu saoulé. Et ça enlève rien au personnage de Caitlyn, qui est vachement bien développé et qui a une profondeur à plusieurs niveaux. Et ça enlève rien à la scène en elle-même, elle est incroyable. Pour finir, à la fin de l'épisode, on a à nouveau Singed qui travaille sur Warwick et nous indiquant que l'acte 2 va être, encore une fois, très sympa. Il tient encore la montre qu'on voyait dans la saison 1 avec l'image de sa fille, sans doute Oriana, un perso de LoL, dans la main. Je vais pas réexpliquer qui est Oriana parce que pour l'instant c'est juste un clin d'œil. Si ça prend plus d'importance par la suite, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ok, maintenant les théories sur la suite et sur plein d'autres trucs. On est déjà à 40 minutes de vidéo, j'avais pas vu. Ah désolé mais fallait expliquer les épisodes. Bon allez, je vais essayer d'y aller personnage par personnage pour organiser un petit peu mes idées. On va commencer par Ambessa parce qu'elle est au centre de deux gros trucs pour moi. Première chose, c'était déjà mon avis en saison 1 et j'en suis encore plus convaincu maintenant, mais la suite d'Arcane sera centrée sur Noxus. Alors je dis la suite d'Arcane, mais je sais que c'est la saison finale d'Arcane, il n'y en aura pas d'autres. Par contre, Riot et Fortiche ont déjà dit à demi-mot qu'il y aurait peut-être d'autres projets du genre dans l'univers. Ça s'appellera peut-être pas Arcane, mais il y aura peut-être un film, une série, un truc, je sais pas. Piltover Zone, c'était l'endroit parfait pour faire découvrir l'univers à des gens qui ne connaissent pas du tout League of Legends. C'est limité à une seule grosse ville, il y a pas trop de bordel magique à part l'Hextech, et il y a des histoires intéressantes à raconter. Maintenant, pour élargir le champ de vision et aller petit à petit dans d'autres régions, il n'y a pas mieux que Noxus et ses conquêtes. À travers ça, on peut aller à plein d'endroits différents, mais même Noxus déjà au sein même de la région, c'est une région avec une vie politique complexe et plein d'intrigues, et Ambessa nous le montre de plus en plus entre toutes ces magouilles et la Rose Noire. Donc même en restant dans Noxus, on peut déjà avoir une série à la Game of Thrones, un petit peu médiévale et pleine de trahison. Maintenant par rapport au rôle d'Ambessa, je pense que Ambessa peut devenir la troisième dirigeante de Noxus. Et en disant ça, je viens de perdre tous ceux qui connaissaient pas le lore et à qui j'ai expliqué Noxus en disant qu'il y avait un empereur. En fait, le dernier empereur en date s'appelait Boram Darkwill. Il était manipulé par la Rose Noire, comme tous les autres empereurs avant lui, et sur la fin, il est devenu zinzin, soif de conquête, tout ça, il faisait n'importe quoi, et il envoyait ses armées sur tous les fronts en même temps pour tenter de conquérir plusieurs endroits à la fois. À tel point qu'à la fin, il envoyait même des enfants sur le front. Ça leur a valu de perdre une grosse bataille à Ionia, une terre inspirée de l'Asie, un endroit très très cool et apprécié des fans, on va pas rentrer dans les détails. Bref, sur le front, à Ionia, il y avait le général Swain, qui a perdu son bras et s'est dit que c'en était trop des conneries de l'empereur, et donc il a passé un pacte avec un démon, il a récupéré un bras magique et tout plein de pouvoirs, et il s'est servi de son giga-cerveau pour faire un coup d'état et tuer Darkwill de ses propres mains. Suite à ça, il a mis en place la Trifarix, un nouveau système à 3 dirigeants pour éviter d'avoir un seul empereur qui soit manipulé par la Rose Noire. Les 3 dirigeants représentent les 3 grands principes de la puissance selon Noxus. Donc Swain représente la vision,
avec ses corbeaux démoniaques qui ont des yeux partout dans le monde. Darius représente la force, c'est un général de guerre avec un palmarès inégalé. Et le troisième dirigeant est censé représenter la ruse et on ne sait pas qui il est. Pendant un moment, les gens ont cru que c'était le blanc, mais ça a été confirmé à plusieurs reprises que non, et le principe même de la Trifarix de toute façon c'est de dégager la rose noire du pouvoir, donc ce serait pas très logique. Ça fait des années que je théorise sur le troisième dirigeant, et qu'à chaque fois qu'un nouveau perso noxien fait son apparition, j'essaye de le rentrer dans cette case, donc forcément j'ai pas mal pensé à ça avec Ambessa. Ça a été un petit peu les montagnes russes. Quand elle est apparue la première fois dans Arcane, je me suis dit tiens, c'est peut-être elle, puis ils ont sorti le perso sur LoL et je me suis dit que peut-être qu'elle était un peu trop bourrine pour remplir le rôle de la ruse, mais maintenant dans la saison 2 d'Arcane, elle fait littéralement que ça de ruser. Donc si elle arrive à survivre à cette saison 2 et à déjouer la rose noire à elle seule, je pense qu'elle aura bien mérité son titre. Et si elle y survit pas, parce que je pense aussi qu'elle peut mourir, eh bien je pense que Mel pourra prendre cette place, soit en quittant Piltover, soit en opérant à la fois à Piltover et à Noxus pour faire d'une pierre deux coups, mais ça c'est si Mel survit elle aussi, puisqu'elle a été kidnappée là pour l'instant. D'ailleurs imaginez là si dans l'acte 2 d'un coup Mel repop et qu'en fait c'est pas Mel et que c'est un clone de Leblanc, et que du coup elle va tuer Ambessa, ou que Ambessa doit tuer le clone mais en fait ça c'est sa fille, elle y arrive pas, ou les intrigues que ça va créer ça. Et imaginez si cette scène là qu'on a vue dans les trailers de la série, c'est le moment où justement le clone redevient le blanc, genre ça passe de Mel en fait et ça devient le blanc. Bon voilà pour les théories autour d'Ambessa et Mel, et on enchaîne parce que j'ai vraiment envie de finir cette vidéo. Maintenant l'Arcane, Victor, Jace, Echo, Heimerdinger, tout ça. C'est quoi l'Arcane? Non sérieux, c'est quoi exactement? Parce que ça a jamais été foutrement mentionné dans l'histoire de LoL avant la série. Donc soit c'est un truc à part entière créé pour la série et ça va s'auto-résoudre ou se mettre à exister juste dans l'univers après Arcane, soit c'est juste un nom qu'on pose sur un concept déjà existant, à savoir la magie. Je pense que c'est ça perso. Il y a toujours eu plein de magie dans l'univers de Runeterra, que ce soit à travers des objets, des artefacts ou juste des gens qui naissent avec des pouvoirs. Il y a des gens qui naissent avec le pouvoir de faire du feu, d'autres qui contrôlent le métal, plein de trucs. Je pense que l'Arcane c'est un peu la représentation de manière tangible de cette force qui donne la magie au monde. Et le fait qu'elle ait un contre-coup, je trouve ça assez intéressant. Je pense que l'Arcane c'est une force à la fois créatrice et destructrice. La magie et le néant. Dans l'univers de LoL, il y a un truc qui s'appelle le néant. C'est un univers parallèle qui représente le néant. Un endroit sombre qui crée des sortes de créatures aliens dont le seul but est de tout détruire, tout effacer. Le néant a vu le jour quand l'univers de Runeterra a été créé, comme si le Big Bang avait réveillé des monstres qui dormaient et qui détestent l'existence. Dans le lore, il y a eu plusieurs failles vers le néant qui ont été ouvertes sur la planète de Runeterra et desquelles sont sorties toutes sortes d'horreurs. Et le néant a une esthétique noire et violette avec des patterns qui peuvent rappeler vachement quand même les effets secondaires de l'Arcane. Autre similitude, pour mieux détruire la vie, le néant absorbe et assimile tout ce qui touche. Les créatures du néant consomment et évoluent dans le monde pour devenir plus puissantes. Un petit peu comme le cœur Hextech qui a été modifié par le sang de Victor, et qui en plus maintenant appelle Victor avec la voix de Sky, qui l'aurait consommé peut-être. On sait dans le lore qu'une faille du néant existe tout au fond de Zone. Dans la saison 1, je théorisais que le Shimmer provient du néant, et c'est toujours possible à mon avis en vrai, surtout quand on voit la force destructrice que ça donne aux gens, mais surtout, si un excès de magie cause une réaction du néant, on a clairement une explication pour la faille au fond de Zone. Bah oui, quand Janna a utilisé une tonne de magie du vent pour sauver des gens, imaginez ça a peut-être ouvert une faille vers le néant justement au fond de la ville. Exactement comme l'aurait dit Heimerdinger, qu'il a vu des mages puissants faire toutes sortes de miracles mais que ça se transformait en horreur. Ça collerait vachement bien, je suis trop content de la théorie en vrai, même si ça se révèle être jamais ça en fait. J'aime trop cette idée que c'est deux faces d'une même pièce, magie créatrice et destructrice. Et du coup maintenant, Victor ce serait un avatar de ce truc-là. Il a un cœur qui contient à la fois une gemme Hextech magique, mais dans un corps modifié par le néant. Un être créateur et destructeur. On l'a vu aider les Kamezoniens là, maintenant peut-être qu'il va les protéger en détruisant les ennemis de zone. Peut-être avec la main dans son dos là qui tire des lasers. Je sais pas, mais vraiment j'ai hâte de voir comment il va évoluer Victor parce qu'il est giga mystérieux et c'est vraiment un de mes persos préférés. Ok, je rajoute un truc parce que c'est une dinguerie. Je suis sur le montage là et en gros au départ je voulais juste illustrer des trucs de la saison 1 au début de la vidéo en cherchant des images, et en baladant sur les premiers épisodes de la saison 1, je suis tombé sur deux moments vraiment au hasard où ça va exactement dans le sens de la théorie que je suis en train de vous expliquer. Donc en gros, en saison 1, je pensais juste que le Shimmer venait du néant parce que ça avait une couleur violette et que ça venait des tréfonds de zone, et que je savais qu'il y avait une faille du néant dans les tréfonds de zone. Point. J'avais pas encore cette théorie de l'Hextech créé du néant en fait, parce qu'on n'avait aucun indice de ça. Maintenant qu'on sait ça, il y a Jinx à ce moment-là, quand elle essaye de créer une machine Hextech, elle a pris les notes de Victor et elle dit ce machin il ouvre une sorte de portail vers le monde des heebie-jeebies, des trucs qui font peur. Et le néant en fait. Et juste après ça, je clique au pif à un autre endroit dans le même épisode, et je tombe sur Victor et Jace en train d'étudier le cœur Hextech, et il y en a un des deux, je sais plus lequel, qui dit It can learn, genre ça peut apprendre. Même propriété que le néant, genre que le cœur Hextech puisse apprendre des trucs. Du coup, je suis comme un taré. Voilà, pardon, je vous laisse reprendre la vidéo, fallait juste que je rajoute ça, comme si j'avais pas assez de taf. Attention, là on commence à rentrer vraiment dans les teasers de l'acte 2. Donc on va parler de trucs qu'il y a dans l'acte 2 et qu'on sait qu'il y a via les trailers, etc. Si vous les avez pas vus et que vous voulez absolument pas vous spoil, bah revenez plus tard. Maintenant, Jace. Jace d'ailleurs, il est
beaucoup remonté dans mon estime, hein. Je l'aimais pas du tout en saison 1, en saison 2 je le trouve déjà beaucoup plus cool. Dans les teasers de l'acte 2, il semble avoir les cheveux longs et une barbe, ce qui pourrait indiquer une ellipse et aussi un laisser-aller de Jace. À mon avis, Jace il va être très mal en point mentalement dans l'acte 2, il a déjà perdu son meilleur ami, et quand il va sortir de l'X-Gate, il va voir que Mel a disparu. Donc je pense qu'il va y avoir un parallèle entre Jace à Piltover et Vi à Zone, tous les deux se laissant aller et sombrant dans l'alcoolisme, en tout cas pour Vi ça c'est sûr. J'ai pas trop d'autres théories pour eux en vrai, à part le fait qu'il va sans doute être modifié ou il va se passer un truc par rapport à leur séjour dans le cœur. On le voit à un moment quand il touche le cœur avec son marteau qu'il se passe quelque chose, il y a une modification quelque part. Et aussi là sur le poster il a les yeux jaunes un peu brillants. Echo de son côté, je pense que son passage dans l'X-Gate lui aura fait comprendre ce qui lui manquait pour créer sa clepsydre 0. En gros, Echo dans LoL, il a absolument tout son personnage qui est basé sur son invention d'une machine à remonter le temps. Alors si vous connaissez pas l'univers de LoL, vous inquiétez pas, ça devrait pas trop péter le scénario d'Arcane, puisque c'est une machine qui remonte le temps seulement de quelques secondes. Donc ça l'aide à se battre par exemple. Et je pense que son invention va avoir une grosse utilisation dans la série. Genre peut-être il va avoir une scène un peu plus chill où il va juste tester le truc, puis il va s'amuser un petit peu avec le fait de remonter le temps. Puis ensuite il y aura sans doute une grosse scène où genre un personnage principal va mourir de façon soudaine et violente, ça va choquer tout le monde et là Echo va arriver à remonter le temps et le sauver. Je pense qu'un truc bien choquant comme ça pour faire une petite montagne russe émotionnelle, on pourrait voir ça dans Arcane. Maintenant, en parlant de mort violente, Singed, on le sait depuis la fin de la saison 1 et maintenant c'est même plus une théorie vu à quel point c'est sûr, mais Singed est en train de créer Warwick avec le cadavre de Vander. Rappel pour les non-loleux, dans le lore de LoL, Warwick c'est donc une sorte de loup-garou chimique créé par Singed, et dans Arcane ils auront eu la bonne idée de faire en sorte que l'humain de base qui a servi à cette création ce soit Vander, parce qu'il est très musclé et qu'il sait se battre. Ça va nous donner plein de possibilités de scènes atroces. C'est possible que Vi ou Jinx tombe dessus à des stades où il est encore reconnaissable un petit peu, avant qu'il soit totalement modifié, et qu'elle soit traumatisée par le truc. Je sais pas vraiment quel sera le but de Warwick une fois qu'il sera finalisé, par contre ça va être assez difficile à dire, mais c'est possible que ce soit lui qui tue une des personnes comme je le disais, et qu'Echo arrive et sauve la personne. C'est aussi possible que Vi tue Warwick. Il y aurait vraiment une symbolique. C'est Vander qui a appris à Vi à se servir de ses poings, et ce serait stylé que ce soit elle qui le sorte de sa souffrance. Donc ouais, il y a un monde où il tue Warwick dans le lore. Je jette la théorie comme ça aussi, mais je pense que Jinx va peut-être finir par mourir aussi pour de bon à la fin de la saison. Écoutez, je tente un max de théories comme ça, il y a peut-être un moment où j'aurai bon quelque part. D'ailleurs, on sait que Jinx va devenir un symbole suite au feu d'artifice de gris qui a eu lieu dans l'acte 1, et que plein de gens vont se teindre les cheveux en bleu et porter des vêtements un petit peu comme les siens, un peu à la manière d'un V pour Vendetta, et je pense que ça va créer un bordel avec les pacifieurs qui vont sans doute faire une bavure policière en tuant quelqu'un en croyant viser Jinx. Peut-être une enfant d'ailleurs, peut-être Isha. Je viens de me rendre compte que là je viens d'enchaîner 3 ou 4 théories où la théorie en question c'est juste lui là, bah il meurt. Je suis désolé. Je crois que j'ai un peu trop envie de sang. Allez, dernière théorie sortie du fion, vraiment là je la rajoute en plus au montage, je sais pas pourquoi je me rajoute du taf comme ça, c'est débile. J'ai vu des gens qui disent que peut-être que le mage qui a donné la gemme Hextech à Victor dans la saison 1, celui où tout le monde disait peut-être c'est Ryze alors que ça ne peut pas être Ryze littéralement, bref on s'en fout. Donc il y a des gens qui disent que peut-être que c'est Victor qui a fait une sorte de boucle temporelle en fait où il retourne dans le temps pour donner les gemmes Hextech à Jace pour que ça fasse je ne sais quoi. C'est rigolo comme théorie en vrai, mais je pense que c'est beaucoup trop farfelu et ça voudrait surtout dire que Victor a réussi à reconstituer sa peau et s'est fait des sortes de tatouages arcaniques sur les doigts, je sais pas. Je verrai pas vraiment l'intérêt scénaristique du truc, écoutez pourquoi pas. Mais du coup, vu que je vous ai parlé de ma théorie comme quoi utiliser trop de magie Hextech ça peut créer des trucs vers le néant, est-ce que ce serait pas Malzahar, le mage dans le lore qui en fait se balade un peu partout en ouvrant des failles pour le néant parce que il vénère le néant? Ah, j'aime bien faire des théories à la con. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'instant. J'ai méga hâte de découvrir l'acte 2. Si vous voulez partager vos théories farfelues en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des questionnements par rapport à des trucs de la série, n'hésitez pas non plus. J'y répondrai peut-être dans la vidéo sur l'acte 2, ou si vraiment ça urge, vous pouvez venir me poser vos questions sur mes lives, vous avez le lien en description. Arcane est une pure masterclass. J'espère que la vidéo vous aura aidé à vous le faire comprendre encore plus et à vous hyper pour la suite. J'espère que c'était pas trop décousu. J'étais sur la fin de mes vacances au Japon quand les épisodes sont sortis et je me suis grouillé à mater les épisodes en boucle sur mon téléphone dans l'avion en faisant des pauses pour écrire ma vidéo en même temps sur un bloc-notes. Et du coup là je suis mort, je suis sous 16 heures de vol, décalage horaire et tout. Je suis mort de fatigue et j'espère que j'ai pas oublié trop de trucs. Et j'espère que la vidéo sort avant l'acte 2, sinon je suis baisé sur toutes mes théories, mais vas-y, tant pis. Les vidéos sur les 2 derniers actes devraient mettre un petit peu moins de temps à sortir vu que je suis chez moi maintenant. Donc abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous dis à plus et je flash out.